Ma mère a volé ma carte de crédit et a vidé mes économies parce que j'avais refusé de payer la dette de 50 000 € de ma sœur. Quand je l'ai découvert, je n'ai rien dit. Le lendemain matin, des coups incessants à la porte. Police, madame. Je m'appelle Bernardine Marchand et à 32 ans, je n'aurais jamais pensé que ma propre mère me trahirait de la sorte. J'ai travaillé toute ma vie d'adulte pour économiser 120 000 €, rêvant d'acheter ma première résidence principale. Puis un matin, je me suis réveillé pour découvrir mon compte vidé et ma carte de crédit plafonnée. Tout ça parce que j'avais refusé de payer les 50 000 € de dette de shopping de ma sœur cadette, Amanda. Le pire a été de trouver la note manuscrite de ma mère disant « Amanda méritait cet argent plus que toi ». Ce qui a suivi a été la décision la plus difficile de ma vie. J'ai grandi dans un quartier modeste de Lyon, où la plupart des familles luttaient pour joindre les deux bouts, mais faisaient de leur mieux pour offrir un foyer stable à leurs enfants. Notre famille a commencé comme ce qui semblait être une unité normale avec ma mère, mon père et moi vivant dans une petite maison de 3 pièces avec un bardage bleu délavé et des planchers en bois qui craquaient. Papa travaillait comme mécanicien dans un garage local tandis que maman restait à la maison avec moi. Ces premières années étaient relativement paisibles, bien que l'argent ait toujours été un problème. Tout a changé quand j'avais 12 ans. Un soir, lors d'un dîner de steak haché et de purée mousseline, papa a annoncé qu'il partait. Il avait rencontré quelqu'un d'autre, une serveuse du bistrot près de son garage. Je me souviens comment ma mère a crié et jeté des assiettes contre le mur de la cuisine pendant qu'il faisait ses valises. Il est parti cette nuit-là avec juste un sac de sport et sa boîte à outils, promettant d'envoyer de l'argent et de venir nous voir régulièrement. Ces deux promesses se sont avérées vaines. Les chèques de pension alimentaire sont arrivés irrégulièrement pendant environ 6 mois avant de cesser complètement. Je ne l'ai revu que 2 fois après cette nuit. Maman a changé après le départ de papa. La chaleur qui avait parfois percé à travers son comportement généralement sévère a complètement disparu. Elle a pris un poste de réceptionniste dans un cabinet dentaire, partant tôt chaque matin, son maquillage parfaitement appliqué mais ses yeux vides. Elle a commencé à sortir avec des hommes presque immédiatement, un défilé d'hommes qui durait rarement plus de quelques mois. Elle semblait désespérée de ne pas être seule. Quand j'avais 14 ans, maman a annoncé qu'elle était enceinte. Son petit ami de l'époque, Eric, était un chauffeur routier qui semblait assez gentil, mais était rarement là. Au moment où ma sœur Amanda est née, Eric était parti aussi, bien qu'il ait signé l'acte de naissance et accepté de payer une pension alimentaire. Contrairement à mon père, il a tenu parole, envoyant des chèques réguliers jusqu'à ce qu'Amanda ait 18 ans. Dès l'arrivée d'Amanda, il était clair qu'elle serait le centre de notre univers familial. Maman la choyait d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait avec moi. Alors qu'on attendait de moi que je sois autonome dès mon plus jeune âge, Amanda était choyée et protégée. Maman l'appelait sa princesse et lui achetait de nouveaux jouets et vêtements même quand nous pouvions à peine nous permettre de faire les courses. J'ai appris très tôt que mon rôle était d'aider à m'occuper de ma sœur et de ne pas déranger le reste du temps. À 16 ans, je travaillais après l'école dans un supermarché local, remplissant les rayons et emballant les courses pour le SMIC. Mes salaires servaient principalement à acheter mes propres fournitures scolaires, mes vêtements, et à économiser le peu que je pouvais pour l'université. Maman ne m'a jamais demandé comment je dépensais mon argent et je n'ai jamais proposé de contribuer aux dépenses du ménage. J'ai appris à être financièrement indépendante par nécessité. L'université a été une lutte. J'avais des notes correctes au lycée mais pas assez bonnes pour des bourses importantes. J'ai été accepté à l'université de Lyon et j'ai emménagé dans une résidence universitaire ma première année grâce à des prêts étudiants. Je travaillais 2, parfois 3 petits boulots en même temps, je faisais la vaisselle à la cafétéria, je donnais des cours de soutien à d'autres étudiants et je prenais des services le week-end dans un café. Chaque semestre était un exercice d'équilibriste financier, mais j'étais déterminé à obtenir mon diplôme sans la dette écrasante qui accablait beaucoup de mes camarades. Pendant ces années universitaires, maman et Amanda sont restées dans la petite maison. Je leur rendais visite pour des dîners occasionnels le dimanche où la conversation tournait entièrement autour d'Amanda, de ses notes, de ses amis, de ses activités. Maman avait obtenu un emploi légèrement meilleur en tant que responsable de bureau à ce moment-là, et Amanda ne semblait manquer de rien. Elle avait les derniers téléphones, des vêtements à la mode, et participait à des activités extrascolaires coûteuses comme des compétitions de danse et des stages de cheerleading. Je me demandais souvent comment maman pouvait se permettre tout ça, mais je ne l'ai jamais demandé. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu la chance de décrocher un poste de débutant dans un cabinet de conseil financier réputé du centre-ville de Lyon. L'ironie ne m'a pas échappé.
J'allais conseiller les autres sur la planification financière alors que ma propre famille avait une relation si malsaine avec l'argent. C'est peut-être exactement pour cela que j'ai été attiré par ce domaine. J'avais vu de mes propres yeux les dégâts que l'instabilité financière et une mauvaise gestion de l'argent pouvaient causer. Mon salaire de départ était modeste, mais je vivais avec 2 colocataires dans un appartement exigu et j'économisais religieusement. Chaque mois, 30% de mon salaire allait directement à l'épargne, sans exception. Pendant que mes collègues dépensaient leur argent en vêtements de marque et en week-end d'escapade, j'achetais mes tenues de travail en solde et je passais mes week-ends à explorer les activités gratuites de la ville. Certains me trouvaient économe à l'excès, mais j'appelais ça la sécurité. Au cours des 8 années suivantes, j'ai gravi les échelons pour devenir conseillère financière à part entière avec mon propre portefeuille de clients. Mes économies ont augmenté régulièrement, atteignant d'abord 10 000 euros, puis 50 000 euros, puis dépassant les 6 chiffres. Je suivais chaque euro dans des tableurs détaillés, projetant quand je pourrais enfin me permettre un acompte pour un petit appartement. Ce chiffre de 120 000 euros est devenu mon obsession, la représentation tangible de mon indépendance. Pendant ce temps, Amanda a obtenu son bac avec des notes moyennes et s'est inscrite dans une université publique, ses frais de scolarité étant couverts par une combinaison des économies d'Eric, le père numéro 2, et des prêts étudiants. Maman lui a organisé une fête de remise de diplôme extravagante qui a dû coûter des milliers d'euros, alors que ma propre remise de diplôme universitaire avait été marquée par un simple dîner dans un restaurant de chaîne. Malgré le favoritisme évident et la distance émotionnelle, j'ai maintenu une relation avec ma famille. Nous nous réunissions encore pour les grandes fêtes et les dîners occasionnels du dimanche. Je suis devenu le filet de sécurité de la famille, celle qu'on appelait quand la voiture avait besoin de réparations imprévues ou quand une facture médicale arrivait. J'aidais quand je pouvais avec de petites sommes, me disant que c'était la bonne chose à faire, même si le ressentiment couvait sous la surface. L'année dernière, j'ai reçu une promotion substantielle au travail. Ma liste de clients s'était allongée et mes stratégies d'investissement s'étaient avérées fructueuses même pendant les baisses du marché. Mon patron me qualifiait de diligente et de perspicace, des qualités qui faisaient de moi une excellente conseillère pour aider les autres à sécuriser leur avenir financier. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative, accélérant mon projet d'achat immobilier. À 31 ans, j'approchais enfin de mon objectif. Lors de notre dîner de famille mensuel en janvier, j'ai partagé avec enthousiasme mes plans de commencer à chercher une maison en été. Maman a hoché la tête distraitement en servant les lasagnes, puis a rapidement redirigé la conversation vers Amanda. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs de problèmes. Mais j'étais trop concentré sur mon objectif imminent pour remarquer les nuages qui s'amoncelaient sur notre petite famille. 3 ans après le début de ses études universitaires, Amanda a surpris tout le monde en annonçant qu'elle abandonnait pour poursuivre une carrière d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle s'était constituée une modeste communauté sur Instagram et TikTok, postant des essayages de mode et des tutoriels de maquillage. Elle était convaincue qu'elle était sur le point de percer et de décrocher d'importants parrainages de marques qui la rendraient riche et célèbre. Maman, comme on pouvait s'y attendre, a soutenu cette décision de tout cœur. Lorsque j'ai exprimé mes inquiétudes quant au fait qu'Amanda devrait d'abord terminer ses études, ou au moins avoir un plan de secours, j'ai été immédiatement rabroué. Tu ne comprends tout simplement pas comment les choses fonctionnent de nos jours, Bernie, a dit maman, utilisant le surnom que j'avais toujours détesté. Les réseaux sociaux, c'est là qu'est l'argent. Amanda a un vrai talent pour ça. Amanda est retournée vivre chez maman et a transformé la petite deuxième chambre en ce qu'elle appelait son studio de création de contenu. Elle a dépensé des centaines d'euros en éclairages annulaires, en toile de fond et en un nouvel ordinateur portable avec un logiciel de montage vidéo. Quand je lui ai demandé comment elle finançait ses achats, elle a vaguement mentionné des partenariats avec des marques, bien que je ne l'ai jamais vu promouvoir quoi que ce soit de spécifique. Ce que j'ai remarqué, cependant, c'est son style de vie de plus en plus somptueux. Bien qu'elle n'ait aucun revenu visible, Amanda avait toujours de nouveaux vêtements de marque chère. Ses ongles étaient faits par des professionnels toutes les 2 semaines. Elle faisait de fréquents voyages à Paris pour ce qu'elle appelait des événements de réseautage, mais qui ressemblaient étrangement à des virées shopping et des sorties en boîte de nuit d'après ses publications sur les réseaux sociaux. La première fois qu'Amanda m'a demandé un prêt, c'était environ 6 mois après qu'elle ait abandonné l'université. Elle m'a appelé un mardi après-midi alors que j'étais entre 2 réunions de clients. Bernie, j'ai besoin d'une toute petite faveur, a-t-elle commencé, sa voix prenant le ton suppliant que j'avais appris à reconnaître comme sa façon de demander quelque chose. J'ai cette incroyable opportunité de collaborer avec une autre influenceuse qui a, genre,
50 000 abonnés. Mais je dois prendre l'avion pour Nice ce week-end, et je suis un peu à court d'argent en ce moment. À court de combien, ai-je demandé, en ouvrant déjà mon application bancaire. Juste 500 €, a-t-elle dit rapidement. Je te les rendrai totalement le mois prochain quand l'argent de mon parrainage arrivera. J'ai viré l'argent immédiatement, sachant au fond de moi que je ne le reverrai jamais, mais me disant que c'était un petit prix à payer pour aider ma sœur à faire avancer sa carrière. La demande suivante est arrivée seulement 3 semaines plus tard. 1000 € pour un sac à main de créateur qu'elle devait absolument avoir pour une prochaine réunion avec une marque, puis 2000 € pour un appareil photo professionnel. Les montants augmentaient tandis que le temps entre les demandes diminuait. Chaque prêt était assorti de promesses de remboursement qui ne se sont jamais matérialisées. Après la 4e ou 5e demande en autant de mois, j'ai finalement posé une limite. Amanda, je ne peux pas continuer à te prêter de l'argent, ai-je dit fermement au téléphone. J'ai mes propres objectifs financiers et ces prêts s'accumulent. Waouh. D'accord, mademoiselle la conseillère financière, a-t-elle répondu, son ton devenant instantanément glacial. Désolé de penser que ma propre sœur soutiendrait ma carrière. Je suppose que c'est trop demandé. Elle m'a raccroché au nez et j'ai reçu un appel de maman moins d'1 heure plus tard. Comment as-tu pu refuser d'aider ta sœur, a-t-elle exigé. Elle essaie de construire quelque chose et tu gagnes bien assez d'argent pour l'aider. Maman, j'aide quand je peux, mais Amanda m'a emprunté près de 5000 € ces derniers mois et n'a rien remboursé. J'ai mes propres dépenses et objectifs d'épargne, ai-je expliqué. Tu as toujours été égoïste, Bernardine, a dit maman. Ta sœur t'aiderait si la situation était inversée. J'ai ravalé la réplique évidente qu'Amanda ne m'avait jamais aidé avec quoi que ce soit et j'ai mis fin à l'appel aussi poliment que possible. Pendant plusieurs semaines après, je n'ai reçu que des réponses froides à mes SMS et appels à toutes les deux. Puis est arrivé ce que je reconnais maintenant comme le début de la fin, un dîner de famille un dimanche au début du printemps. Maman avait préparé un rôti avec toute la garniture, le plat préféré d'Amanda. L'effort inhabituel aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas. Nous étions à mi-chemin du dîner quand Amanda a commencé à pleurer, des larmes coulant sur son visage et ruinant son maquillage soigneusement appliqué. J'ai quelque chose à vous dire, a-t-elle sangloté. J'ai des problèmes. Maman s'est immédiatement précipitée à ses côtés, lui caressant les cheveux et lui assurant que quoi que ce soit, nous allions arranger ça. Je suis restée assise, une boule se formant dans mon estomac. La confession d'Amanda est sortie entre des sanglots saccadés. Elle n'avait gagné aucun argent en tant qu'influenceuse. Pas un seul centime. Tous ses achats, ses voyages et son style de vie avaient été entièrement financés par des cartes de crédit. Elle avait ouvert des comptes dans plusieurs banques et grands magasins, plafonnant chacun à tour de rôle. Elle devait maintenant plus de 50 000 € sur 12 cartes différentes, et les paiements minimums à eux seuls dépassaient 2000 € par mois. J'ai essayé de faire les paiements minimums avec de nouvelles cartes, mais ils ont tous refusé mes dernières demandes, a-t-elle gémi. Les agences de recouvrement n'arrêtent pas d'appeler. L'une d'elles a dit qu'il pourrait engager une action en justice. Maman a semblé abasourdie pendant environ 30 secondes avant de se tourner vers moi avec une expression déterminée. Bernardine, tu dois aider ta sœur, a-t-elle déclaré comme si c'était la solution la plus évidente au monde. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Je dois quoi? Tu as les économies, a-t-elle continué. Tu peux rembourser sa dette et elle te remboursera au fil du temps. Tu sais comment mettre en place un plan de paiement approprié. C'est ce que fait une famille. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, essayant de digérer l'audace de cette demande. Il voulait que je donne près de la moitié des économies de ma vie, de l'argent pour lequel j'avais sacrifié et travaillé pendant des années, pour sortir Amanda d'un pétrin qu'elle avait créé par pure irresponsabilité. Pendant ce temps, Amanda avait arrêté de pleurer et me regardait avec des yeux pleins d'espoir et d'attente. Elle avait clairement compté sur cette solution depuis le début. Avez-vous envisagé la faillite personnelle, ai-je finalement demandé. À son âge, avec le temps de reconstruire son crédit. La faillite, a halté maman comme si j'avais suggéré quelque chose de vraiment scandaleux. Elle a 22 ans. Elle ne peut pas déclarer faillite, ça ruinerait son avenir. Et lui offrir un sauvetage sans conséquence aiderait son avenir, comment, ai-je contré. La conversation a dégénéré à partir de là. Amanda s'est remise à pleurer, m'accusant de vouloir la faire souffrir. Maman est devenue de plus en plus agitée, me rappelant toutes les façons dont elle s'était soi-disant sacrifiée pour moi en grandissant. J'ai essayé à plusieurs reprises de suggérer un conseil financier,
une consolidation de dette, ou même d'aider Amanda à trouver un vrai travail pour commencer à régler la dette elle-même. Mais elle n'était pas intéressée par des solutions qui n'impliquaient pas mon chéquier. Alors que les voix s'élevaient, j'ai remarqué que nos voisins jetaient un coup d'œil vers nos fenêtres. Je me suis finalement levé, repoussant ma chaise de la table avec plus de force que prévu. Je ne vais pas payer 50 000 € de dette de carte de crédit pour des virées shopping et des vacances, ai-je dit fermement. Je suis prête à aider Amanda à comprendre ses options et à faire un plan, mais je ne donnerai pas mes économies. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre l'incrédulité et la fureur. Amanda s'est affalée sur sa chaise, ne pleurant plus, mais l'air vaincu. Alors que je prenais mon sac à main et me préparais à partir, maman a parlé d'un ton bas et égal qui m'a glacé le sang. « Tu vas regretter cette décision, Bernardine. La famille prend soin de la famille. » J'aurais dû reconnaître la menace dans ses paroles, mais j'étais trop en colère et blessé pour la voir. J'ai franchi la porte, ignorant que le pire était encore à venir. Pendant 2 semaines après ce dîner désastreux, mon téléphone est resté étrangement silencieux. Pas d'appel de maman exigeant que je reconsidère. Pas de message vocaux larmoyant d'Amanda. Le silence était à la fois un soulagement et inquiétant. Dans ma famille, les conflits signifiaient généralement des disputes explosives suivies d'une réconciliation à contre-cœur, pas cette guerre froide de non-communication. Je me suis plongé dans le travail, prenant des clients supplémentaires et restant tard au bureau la plupart des soirs. La distraction était la bienvenue, mais la situation familiale persistait dans un coin de mon esprit. Je me suis surprise à vérifier mon téléphone plus souvent que d'habitude, m'attendant à moitié à voir leur nom sur l'écran. Au cours de la 3e semaine de silence, j'ai reçu un appel inhabituel de ma banque. Le représentant voulait vérifier si j'avais récemment changé mon adresse postale pour les relevés et la correspondance. Non, je n'ai fait aucun changement, ai-je confirmé. Eh bien, nous avons reçu une demande de mise à jour de votre adresse la semaine dernière, a expliqué le représentant. Comme elle n'est pas passée par notre portail en ligne sécurisé, nous voulions vérifier directement avec vous. Je les ai remerciés pour leur diligence et j'ai demandé qu'ils notent mon compte pour une surveillance de sécurité accrue. Un frisson m'a parcouru alors que je terminais l'appel. Quelqu'un avait essayé de rediriger mes relevés bancaires. Compte tenu des événements récents, il n'était pas difficile de deviner qui. Le lendemain, j'ai reçu un autre appel, cette fois de ma compagnie de carte de crédit avec une histoire similaire. Encore une fois, quelqu'un avait tenté de changer mon adresse postale, mais n'avait pas réussi à passer le processus de vérification de sécurité. J'ai immédiatement changé tous mes mots de passe et questions de sécurité, en veillant à utiliser des informations que ma famille ne connaîtrait pas. Juste au moment où mon anxiété concernant ces tentatives de violation de sécurité atteignait son paroxysme, j'ai reçu un SMS de ma mère qui était d'une désinvolture déconcertante. « Bernardine, ça fait trop longtemps. Viens dîner demain soir. Je prépare ton rôti de bœuf préféré. » L'invitation était si normale, si dépourvue de toute reconnaissance de notre dernière rencontre qu'elle m'a momentanément déstabilisé. Une partie de moi voulait refuser pour maintenir la limite que j'avais fixée. Mais une autre partie, celle qui avait été programmée depuis l'enfance pour chercher l'approbation de ma mère, m'a poussé à accepter. « Je serai là », ai-je répondu. « Est-ce que j'apporte quelque chose ?»« Juste toi, ma chérie », fut la réponse, le terme affectueux déclenchant des signaux d'alarme. Maman utilisait rarement des termes affectueux avec moi, les réservant à Amanda. Je suis arrivé à la maison le lendemain soir avec un pressentiment que j'ai essayé de rejeter comme de la paranoïa. Maman m'a accueilli avec une étreinte chaleureuse, une autre rareté qui n'a fait qu'accentuer ma suspicion. La maison sentait merveilleusement bon, riche de l'arôme de bœuf mijoté et d'herbe. Amanda est sortie avec des amis ce soir, a expliqué maman en prenant mon manteau. J'ai pensé que ce serait bien que nous dînions juste toutes les deux comme au bon vieux temps. Il n'y avait pas de bon vieux temps où nous dînions juste toutes les deux. Pas que je me souvienne, mais j'ai hoché la tête et les suivis à la cuisine. La table était dressée avec la belle vaisselle, celle habituellement réservée au dîner de Noël. Une bouteille de vin rouge était déjà ouverte et décantait sur le comptoir. « Tu as l'air fatigué, Bernie », observa maman en me versant un verre généreux. « Le travail t'occupe beaucoup. » Ces dernières semaines ont été mouvementées, ai-je admis, acceptant le vin bien que je prévois de rentrer en voiture plus tard. Un verre ne me ferait pas de mal. Le dîner fut étonnamment agréable. Maman a posé des questions sur mon travail,
semblant sincèrement intéressée par mes réponses pour une fois. Elle a partagé des commérages sur les voisins et les collègues, me faisant rire avec ses imitations parfaites. Pas une seule fois elle n'a mentionné Amanda ou l'argent. C'était comme un dîner avec une mère que j'avais toujours voulu mais jamais eu. Alors qu'elle servait une tarte aux pommes maison pour le dessert, elle a rempli mon verre de vin malgré ma faible protestation. Un de plus ne fera pas de mal, a-t-elle insisté. Tu as l'air si tendu. Tu as besoin de te détendre davantage. La conversation s'est tournée vers les souvenirs d'enfance, principalement centrés sur les quelques bons moments avant le départ de papa. Maman semblait nostalgique, presque mélancolique. Tu étais une enfant si sérieuse, toujours à compter ton argent de poche et à planifier quoi acheter, se remémora-t-elle. Si responsable. J'ai toujours su que tu réussirais. Le vin me donnait une sensation de chaleur et de léger vertige. J'avais mangé un repas complet, mais même un verre et demi semblait m'affecter plus que d'habitude. Maman a continué à parler, sa voix devenant quelque peu distante alors que je luttais pour me concentrer. Je crois que je devrais rentrer bientôt, ai-je dit, ma langue me semblant étrangement lourde. J'ai une réunion client tôt demain. Tu sembles trop fatigué pour conduire, observa maman, son visage montrant une inquiétude qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu sur le canapé d'abord? J'avais l'intention de protester, d'insister sur le fait que j'allais bien, mais la pièce avait commencé à tourner doucement. Je l'ai laissé me conduire au canapé du salon où je me suis enfoncé dans les coussins avec gratitude. Repose-toi juste un petit moment, l'ai-je entendu dire alors que mes paupières devenaient incroyablement lourdes. Mon prochain souvenir clair est de me réveiller, désorienté, dans la lumière grise de l'aube, toujours sur le canapé de ma mère avec un plaid jeté sur moi. Ma bouche était pâteuse et un mal de tête sourd pulsait derrière mes yeux. Je me suis assise lentement, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. M'étais-je endormi en pleine conversation? Ce n'était pas mon genre de m'évanouir après un verre et demi de vin. J'ai cherché mon téléphone pour vérifier l'heure et l'ai trouvé dans mon sac à main, qui avait été placé sur la table basse. 5h15 du matin. J'avais été inconsciente pendant près de 10 heures. Alors que le brouillard dans mon cerveau commençait à se dissiper, j'ai remarqué quelque chose d'anormal avec mon sac à main. La fermeture éclair n'était pas fermée comme je la laisse toujours, mais partiellement ouverte. Avec un sentiment de terreur croissant, je l'ai tiré sur mes genoux et j'ai regardé à l'intérieur. Mon portefeuille était là, mais il semblait plus épais que d'habitude. En l'ouvrant, j'ai trouvé non seulement mes propres cartes de crédit, mais plusieurs autres. Je ne reconnaissais pas les autres, toutes portant le nom d'Amanda. Elles avaient été glissées derrière ma carte d'identité. Pourquoi les cartes d'Amanda seraient-elles dans mon portefeuille? Je me suis levé trop vite, luttant contre une vague de nausées et de vertige. Quelque chose n'allait pas du tout. Je devais sortir de là immédiatement, aussi silencieusement que possible. J'ai rassemblé mes affaires et je suis sorti par la porte d'entrée sans réveiller ma mère. Dans ma voiture, j'ai examiné les étranges cartes de crédit de plus près. Elles étaient toutes au maximum de leur plafond, d'après les limites imprimées au dos. Amanda ou ma mère avait-elle prévu de me faire porter le chapeau pour cette dette d'une manière ou d'une autre? J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état d'alarme confuse, mon mal de tête s'intensifiant à chaque kilomètre. Au moment où j'ai atteint mon appartement, une terrible possibilité s'était formée dans mon esprit. Même si je priais pour avoir tort. Je ne m'étais pas simplement endormi chez ma mère. La somnolence inhabituelle, le trou noir de 10 heures, mon sac à main ouvert avec les cartes d'Amanda plantées à l'intérieur, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Ma propre mère m'avait drogué. J'avais à peine franchi la porte de mon appartement que mon téléphone a commencé à vibrer avec notification après notification. Des messages de ma banque concernant une activité inhabituelle. Des alertes de ma compagnie de cartes de crédit concernant des frais dépassant ma limite quotidienne. Des emails de confirmation de retraits importants. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine entrer mon mot de passe pour accéder à mon application bancaire. Au moment où le résumé du compte s'est chargé, mes jambes ont lâché. Je me suis effondré sur le sol de mon entrée, toujours dans mon manteau, alors que les chiffres horribles s'affichaient. Solde de mon compte épargne, 324 €. La veille encore, il contenait 120 000 €. Mon compte courant affichait un solde négatif de 52 € en raison de frais de découvert. Frénétiquement, je suis passé à mon application de carte de crédit. Ma carte avait été plafonnée avec des avances de fonds totalisant 6 400 €, jusqu'à ma limite de crédit.
La transaction la plus récente avait eu lieu à 2h14 du matin dans un distributeur automatique à seulement 3 rues de la maison de ma mère. Je me suis senti physiquement malade, me précipitant aux toilettes juste à temps pour vomir. La prise de conscience de ce qui s'était passé m'a frappé par vagues d'horreur croissantes. Ma mère m'avait drogué, volé ma carte de débit et ma carte de crédit pendant que j'étais inconsciente et avait systématiquement vidé tous les comptes que j'avais. La perte totale était stupéfiante. 126 400 €. 8 ans d'épargne disciplinée et de planification minutieuse partis en une seule nuit. Mes mains tremblaient en appelant le service des fraudes de la banque. Le représentant a écouté avec sympathie pendant que je signalais les transactions non autorisées, mais sa réponse a provoqué une autre vague de nausées. Je vois ici que les retraits ont été effectués avec votre carte physique et le bon code PIN, a-t-il expliqué. Et les transactions ont eu lieu à plusieurs endroits sur plusieurs heures. Notre système de sécurité a signalé l'activité, mais lorsque nous avons tenté de vous appeler pour vérification, quelqu'un a répondu et a confirmé que les transactions étaient autorisées. Mon téléphone était dans mon sac à main à côté de moi pendant que j'étais droguée et inconsciente. Ma mère ou Amanda avait dû répondre quand la banque a appelé. Je dois signaler cela comme une fraude, ai-je insisté, luttant pour garder ma voix stable. J'étais dans l'incapacité d'agir. Quelqu'un a pris mes cartes sans permission. Le représentant a pris mes informations et a promis une enquête, but j'entendais le scepticisme dans sa voix. Sans preuve, ce serait ma parole contre les registres de transactions. Mon appel suivant a été à la compagnie de cartes de crédit où j'ai reçu une réponse similaire. Ils ont accepté de geler le compte et d'enquêter, mais m'ont prévenu que la résolution des réclamations pour fraude pouvait prendre des semaines ou des mois. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, une colère froide et concentrée a pris sa place. J'avais besoin de preuves. J'ai pris une douche rapide, j'ai changé les vêtements que j'avais portés pour le dîner, et je suis retourné en voiture à la maison de ma mère. Il était un peu plus de 8 heures du matin, et je savais par des années d'expérience qu'elle ne serait pas encore réveillée. Elle avait toujours été une lève-tard, sortant rarement de sa chambre avant 10 heures les jours où elle ne travaillait pas. J'avais encore une clé de la maison de mon adolescence. Je l'avais gardée pour les urgences, n'imaginant jamais que l'urgence serait de la création de ma mère. Je suis entré silencieusement, écoutant le moindre bruit de mouvement. La maison était silencieuse. Je me suis déplacé méthodiquement dans le salon et la cuisine, à la recherche de mes cartes ou de toute preuve de ce qui avait été fait. Dans le tiroir fourre-tout de la cuisine, j'ai trouvé des reçus de plusieurs distributeurs automatiques montrant des retraits en séquence nette de 2000 € chacun, le maximum journalier. Ma mère avait été occupée pendant que je gisais drogué sur son canapé, conduisant d'un distributeur à l'autre pour extraire autant d'argent que possible. Enhardi, je me suis glissé vers la chambre de ma mère. La porte était légèrement entr'ouverte, et je pouvais entendre son léger ronflement à l'intérieur. Je suis passé dans la salle de bain, où j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie. Derrière une bouteille d'aspirine, j'ai trouvé une boîte de médicaments sur ordonnance au nom de ma mère. Le médicament était un somnifère puissant, un que je reconnaissais de mes propres épisodes occasionnels d'insomnie. La date sur la boîte montrait qu'elle avait été renouvelée juste 2 jours avant notre dîner. Dans la poubelle, partiellement cachée par des mouchoirs, j'ai découvert une bouteille de vin vide identique à celle que nous avions bu au dîner. Ma suspicion s'est transformée en certitude. Elle avait drogué mon vin, attendu que je tombe inconsciente, puis pris mes cartes et passé la nuit à vider mes comptes. Je suis retourné à la cuisine, devenant moins prudente à mesure que ma colère montait. Dans le bureau de ma mère, sous une pile de factures impayées, j'ai trouvé ma carte de débit. Dans le tiroir adjacent se trouvait ma carte de crédit, ainsi qu'une note manuscrite de l'écriture familière de ma mère. Amanda en avait plus besoin que toi. Tu comprendras un jour. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, les cartes, la note, les reçus, la boîte de médicaments. Alors que je photographiais le dernier reçu, j'ai entendu un plancher grincer derrière moi. Qu'est-ce que tu fais? Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux en désordre après son sommeil, ses yeux se plissant en observant la scène. Je sais ce que tu as fait, ai-je dit, ma voix mortellement calme malgré la rage qui bouillait en moi. Tu m'as drogué et tu m'as volé mon argent. Elle n'a pas nié. Elle n'a même pas sourcillé. Au lieu de cela, elle a croisé les bras et a levé le menton avec défi. J'ai fait ce qui était nécessaire pour cette famille, a-t-elle déclaré. Amanda a besoin de cet argent pour régler sa situation. Tu étais égoïste. Égoïste. Le mot m'a frappé comme un coup physique.
Tu penses que je suis égoïste de ne pas vouloir donner les économies de ma vie? As-tu la moindre idée de la dureté avec laquelle j'ai travaillé pour cet argent? Ne sois pas si dramatique, Bernie, a soupiré ma mère comme si nous discutions d'un pull emprunté plutôt que de plus de 100 000 euros. Ce n'est que de l'argent. Tu peux en économiser plus. Amanda en a besoin maintenant. Où est-il? Ai-je exigé. Où est mon argent? Il est parti, a répondu sèchement maman. Je l'ai transféré sur divers comptes pour payer les dettes d'Amanda. Elle en avait besoin d'une partie pour un nouveau départ. Un nouveau départ, ai-je répété, incrédule. Avec mon argent. Nous sommes une famille, a-t-elle insisté, comme si cela expliquait et excusait tout. Les familles partagent les ressources. Tu as toujours eu plus que ta juste part de tout. L'absurdité de cette déclaration m'a momentanément laissé sans voix. Je m'étais payé mes études. J'avais eu plusieurs emplois depuis l'âge de 16 ans. J'avais constitué mes économies euro par euro grâce à des années de sacrifice. Et ma mère agissait comme si j'avais été la privilégiée. Où est Amanda? Ai-je finalement demandé. Elle est chez une amie, a répondu maman. Elle avait besoin de s'éloigner de tout ce stress. Donc elle sait ce que tu as fait. Elle sait que nous l'aidons, a dit maman évasivement. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai tenu en l'air, lui montrant les photos que j'avais prises. Ce que tu as fait n'était pas une aide, ai-je dit froidement. C'était du vol, et me droguer était une agression. Ce sont des crimes graves, maman. Pour la première fois, une lueur d'incertitude a traversé son visage. Tu n'irais pas à la police, a-t-elle dit. Mais il y avait une question dans son ton. Pas contre ta propre mère. Et c'est moi, ai-je défié, la regardant droit dans les yeux. Tu as volé toutes les économies de ma vie. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Tu me pardonneras, a-t-elle insisté, bien qu'elle ait semblé moins certaine maintenant. Une fois que tu te seras calmé, tu comprendras. C'était pour le mieux. J'ai rassemblé mes preuves, y compris mes cartes retrouvées, et je me suis dirigé vers la porte. Alors que j'atteignais la poignée, ma mère m'a appelé. Bernardine, ne fais rien que tu regretteras. Je me suis retourné vers elle, une clarté triste m'envahissant. Je regrette déjà chaque moment où je t'ai fait confiance, ai-je répondu. Et chaque euro que j'ai jamais donné à cette famille. Ça s'arrête maintenant. Je suis sorti, mon esprit formulant déjà un plan. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de justice, de limite, et de finalement me défendre contre les personnes qui avaient profité de moi toute ma vie. Dans la sécurité de ma voiture, garée à un pâté de maison de la maison de ma mère, je me suis accordé 5 minutes pour m'effondrer. J'ai sangloté, frappant le volant avec les paumes ouvertes, libérant le choc et la trahison qui menaçaient de me submerger. 5 minutes d'émotion brute, chronométrées précisément sur mon téléphone. Puis j'ai pris 3 grandes respirations, j'ai essuyé mon visage, et je suis passé en mode action. Mon premier arrêt fut le commissariat de police. J'ai hésité sur le parking, le poids de ce que j'étais sur le point de faire pesant lourdement sur ma poitrine. Allais-je vraiment porter plainte contre ma propre mère? Le souvenir de son visage impénitent et des comptes bancaires vides a renforcé ma détermination. Oui, j'allais le faire. L'officier d'accueil, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et à l'air pragmatique, a écouté patiemment pendant que j'expliquais la situation. Je lui ai montré les photos des preuves et les notifications bancaires sur mon téléphone. Je voudrais déposer une plainte pour vol et éventuellement agression, ai-je déclaré, ma voix plus stable que je ne le sentais. Le vol par un membre de la famille peut être compliqué, a reconnu l'officier. Avez-vous la preuve que vous n'avez pas autorisé ces retraits? J'ai la preuve que j'ai été drogué à mon insu et que mes cartes ont été prises pendant que j'étais inconsciente, ai-je répondu, lui montrant les photos des somnifères et de mes cartes trouvées dans le bureau de ma mère. L'expression de l'officier est devenue plus sérieuse. Elle a appelé un inspecteur spécialisé dans les crimes financiers, et j'ai répété mon histoire. Je comprends à quel point cela doit être difficile, mademoiselle Marchand, a dit l'inspecteur. Les affaires de vol familial sont parmi les plus difficiles sur le plan émotionnel, mais ce que votre mère a fait constitue plusieurs crimes graves, indépendamment du lien familial. Je leur ai fourni tous les détails dont ils avaient besoin. Le nom complet et l'adresse de ma mère, les informations d'Amanda, le montant exact volé, et les preuves que j'avais rassemblées. L'inspecteur a expliqué qu'il devrait enquêter avant de déterminer si des accusations seraient portées, mais le processus avait officiellement commencé.
Mon arrêt suivant fut ma banque. J'ai rencontré le directeur de l'agence, un homme que je connaissais depuis des années par le biais de mon travail de conseillère financière. Son choc face à ma situation s'est rapidement transformé en efficacité professionnelle alors qu'il m'aidait à déposer des rapports de fraude officiels et à entamer le processus de récupération de mes fonds. Nous devrons geler tous les comptes vers lesquels l'argent a été transféré, a-t-il expliqué. Savez-vous où les fonds sont allés? Je crois qu'ils ont servi à payer les dettes de carte de crédit de ma sœur sur plusieurs comptes, ai-je dit, et peut-être quelques retraits en espèces. Il a pris des notes et m'a assuré qu'il retracerait les transactions du mieux qu'il pouvait. Il m'a également délivré de nouvelles cartes avec des numéros différents et m'a aidé à mettre en place des protocoles de sécurité renforcés pour tous mes comptes. En fin d'après-midi, j'étais mentalement épuisé, mais pas fini. Je me suis rendu au cabinet de Martin Sherman, un ami avocat spécialisé dans les crimes financiers. Martin avait été un de mes clients pendant des années avant que nous ne développions une amitié. Il a accepté de me voir immédiatement quand j'ai appelé, expliquant que c'était une urgence. Dans son bureau confortable avec vue sur le centre-ville de Lyon, j'ai exposé toute la situation à nouveau. Martin a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes. Bernardine, je ne sais pas quoi dire sauf que je suis vraiment désolé que cela te soit arrivé, a-t-il dit quand j'ai eu fini. D'un point de vue juridique, tu as un dossier très solide pour des poursuites pénales et une action civile pour récupérer les dommages. Même si c'est ma mère, ai-je demandé. Le statut familial n'exempte personne de la loi, a expliqué Martin. En fait, dans certaines juridictions, le vol par un membre de la famille est considéré comme un abus de confiance, ce qui peut entraîner des peines aggravées. Nous avons discuté longuement de mes options. Des poursuites pénales seraient engagées par le procureur de la République si l'enquête de la police le justifiait. Séparément, je pouvais intenter une action civile pour récupérer les fonds volés et éventuellement des dommages et intérêts supplémentaires. Martin a accepté de me représenter dans l'affaire civile et de faire la liaison avec les procureurs. Et Amanda, ai-je demandé. Elle n'a peut-être pas volé l'argent directement, mais elle était presque certainement au courant et en a bénéficié. Martin a hoché la tête pensivement. Si elle a sciemment reçu des fonds volés, elle pourrait être accusée de complicité après les faits ou de recel de biens volés. Au minimum, elle serait probablement nommée dans l'action civile pour récupérer les fonds qui ont servi à payer ses dettes. Après avoir quitté le bureau de Martin, je me suis installé à l'hôtel. Je ne pouvais pas supporter de retourner à mon appartement, où chaque coin me rappelait ma sécurité financière brisée et ma confiance trahie. J'avais besoin d'un terrain neutre pour réfléchir et planifier. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai commandé le service d'étage, non pas parce que j'avais faim, mais parce que je savais que je devais manger. En grignotant un sandwich club, j'ai fait une liste de mesures de sécurité supplémentaires. J'ai appelé ma compagnie de téléphone pour changer mon numéro. J'ai contacté les 3 principales agences d'évaluation du crédit pour geler mes rapports de crédit. J'ai changé chaque mot de passe de chaque compte que j'avais, en créant de nouveaux mots de passe complexes que ma famille ne devinerait jamais. J'ai également appelé mon patron pour demander quelques jours de congé personnel, expliquant vaguement que je faisais face à une urgence familiale. Il a été compréhensif, ayant toujours apprécié mon dévouement et le fait que je prenais rarement des congés. Vers 20h ce soir-là, mon nouveau téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avec prudence. « Comment as-tu pu ?» La voix de ma mère est passée, tremblante de colère. « La police est venue chez moi poser des questions. Ils ont dit que tu avais déposé une plainte m'accusant de vol. » Je l'ai fait, ai-je confirmé, ma voix stable. « Parce que tu m'as volé. »« Je suis ta mère » a-t-elle presque crié. « On n'envoie pas la police après sa mère. »« Tu m'as drogué et tu as volé les économies de ma vie » ai-je répondu calmement. « À quoi t'attendais-tu ? » Je m'attendais à ce que tu sois une fille décente et que tu aides ta famille. La fureur dans sa voix était palpable. Maintenant tu m'as humilié devant tout le quartier. Madame Dubois d'un accent grave côté a vu la voiture de police. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de commettre plusieurs crimes, ai-je suggéré. La conversation a dégénéré à partir de là, ma mère alternant entre la rage contre moi et les tentatives de me faire sentir coupable. Je suis resté calme, répétant les faits simples jusqu'à ce qu'elle me raccroche finalement au nez. Moins d'1 heure plus tard, Amanda a appelé, sanglotant hystériquement. « Comment as-tu pu faire ça à maman » a-t-elle gémi. La police est venue et l'a interrogée comme si elle était une sorte de criminelle. « C'est une criminelle, Amanda » ai-je déclaré simplement. Elle m'a drogué et a volé plus de 100 000 €.
Elle essayait juste de m'aider, a protesté Amanda. Tu étais si têtu. Tu as tout cet argent qui dort à la banque pendant que je me noie dans les dettes. C'était mon argent, Amanda, ai-je souligné. De l'argent pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Si tu avais besoin d'aide, il y avait des moyens légaux de la demander. Alors, tu vas envoyer ta propre mère en prison, a-t-elle exigé, sa voix s'élevant. Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne qui a été volée, ai-je répondu. Où est l'argent, Amanda? Elle est restée silencieuse un moment. Je l'ai utilisé pour payer mes cartes de crédit, a-t-elle finalement admis. Et j'ai pris un appartement à Villeurbanne. La caution et le premier et dernier mois de loyer étaient vraiment chers et j'avais besoin de meubles. Donc tu savais, ai-je confirmé. Tu savais que maman m'avait volé et tu as dépensé l'argent quand même. Elle a dit que tu nous pardonnerais un jour, a gémi Amanda. Que c'était juste un prêt jusqu'à ce que ma carrière d'influenceuse décolle. J'ai mis fin à l'appel, me sentant étrangement calme. Tout doute persistant quant au fait de porter plainte avait disparu. Non seulement elle m'avait volé, mais elle croyait vraiment qu'elles avaient le droit de le faire. Elle s'attendait à ce que je l'accepte simplement et que je passe à autre chose. Avant de me coucher, j'ai installé de petites caméras de sécurité sans fil dans ma chambre d'hôtel, les positionnant pour filmer la porte et la pièce principale. Je ne croyais pas vraiment que ma mère essaierait de me trouver ici, mais la violation de mes limites m'avait laissé vulnérable et exposé. Alors que j'étais allongé dans le lit inconnu, fixant le plafond, j'ai réalisé que j'étais entré en territoire inconnu. Pour la première fois de ma vie, je posais une limite avec ma famille qui ne pouvait être ni franchie ni ignorée. Il n'y aurait pas moyen de mettre cela sous le tapis, pas de pardon réticent autour d'un dîner de famille. J'avais initié un processus légal qui forcerait la reddition de comptes. La pensée était à la fois terrifiante et étrangement libératrice. J'avais passé toute ma vie à être la responsable, la pourvoyeuse, le filet de sécurité. J'avais accepté la distance émotionnelle et la manipulation occasionnelle comme le prix à payer pour maintenir les liens familiaux. Mais ce vol avait franchi une ligne de non-retour. En me défendant, je ne récupérais pas seulement ma sécurité financière, mais aussi mon respect de moi-même. Je me suis endormi cette nuit-là avec mon téléphone à portée de main, réglé pour enregistrer tous les appels qui pourraient arriver. J'en avais fini d'être prise au dépourvu. Désormais, chaque interaction avec ma famille serait documentée, chaque conversation préservée comme preuve potentielle. La fille qu'ils avaient tenue pour acquise avait disparu. À sa place se trouvait une femme déterminée à voir la justice rendue, quel qu'en soit le coût. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai vécu dans un étrange entre-deux de chambres d'hôtel et de réunions juridiques. L'enquête a progressé méthodiquement, les inspecteurs interrogeant les employés de banque, collectant les images de surveillance des distributeurs automatiques et montant un dossier. Mon avocat, Martin, m'a tenu au courant de chaque développement, me préparant pour la suite. Pendant ce temps, j'ai trouvé un petit appartement meublé à louer au mois. Je ne pouvais pas supporter de retourner à mon ancien appartement, où chaque coin me rappelait mes projets brisés. Le nouvel appartement était stérile et impersonnel, mais il semblait sûr. J'ai installé des serrures supplémentaires et un système de sécurité, des mesures qui auraient semblé paranoïaques un mois plus tôt, mais qui me semblaient maintenant nécessaires. Ma mère avait tenté à plusieurs reprises de me contacter, alternant entre des messages vocaux en colère exigeant que j'abandonne les poursuites et des plaidoyers larmoyants sur la loyauté familiale. Amanda s'était présentée une fois à mon lieu de travail, provoquant une scène dans le hall avant que la sécurité ne l'escorte dehors. J'avais maintenu mon silence, ne communiquant que par l'intermédiaire de Martin. Puis est venu l'appel que j'avais à la fois redouté et attendu. Le procureur de la République avait examiné les preuves et décidé de porter plainte. Des mandats d'arrêt avaient été émis pour ma mère et Amanda pour vol, usurpation d'identité et, dans le cas de ma mère, agression pour l'empoisonnement. L'inspecteur chargé de mon affaire voulait que je sache que des officiers arriveraient chez ma mère tôt le lendemain matin pour procéder aux arrestations. « Voulez-vous être présente ?» a demandé l'inspecteur. Certains victimes trouvent que cela leur permet de tourner la page. J'ai envisagé de refuser, imaginant le processus à distance. Mais quelque chose en moi avait besoin d'en être témoin, de voir de mes propres yeux qu'il y avait des conséquences à ce qu'elle m'avait fait. J'aimerais observer à distance, ai-je dit. Je ne veux pas interagir avec elle, mais je veux être là. L'inspecteur m'a donné les détails, une arrivée à 7h30 du matin à la maison de ma mère. Ils arriveraient sans sirène, procéderaient aux arrestations et transporteraient les 2 femmes au commissariat pour leur enregistrement.
Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai remis en question ma décision à plusieurs reprises, me demandant si j'étais trop dur, s'il y avait eu une autre solution. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je me rappelais le calcul froid impliqué dans le fait de me droguer, les retraits systématiques de plusieurs distributeurs automatiques, le manque total de remords. Ce n'était pas un simple manque de jugement. C'était un crime prémédité. Je suis arrivé dans la rue de ma mère à 7h15 le lendemain matin, garant ma voiture de location à un demi-pâté de maison avec une vue dégagée sur la maison. Le quartier était calme, avec juste quelques personnes partant pour leur travail matinal. À 7h32 précise, des voitures de police banalisées et une voiture de patrouille se sont garées devant la maison. 4 officiers se sont approchés de la porte tandis que d'autres restaient près des véhicules. L'inspecteur a frappé fermement, le son résonnant dans le calme du matin. Après un long moment, la lumière du Porsche s'est allumée et ma mère a ouvert la porte en peignoir, l'air confus. Je n'ai pas pu entendre l'échange, mais j'ai vu son expression passer de la confusion au choc, puis à la colère. Elle a tenté de fermer la porte, mais un officier l'a bloquée avec son pied tout en continuant à parler calmement. Après ce qui a semblé une éternité, ma mère a reculé, permettant aux officiers d'entrer. 10 minutes plus tard, ils sont ressortis avec elle et Amanda, maintenant habillée en jean et sweatshirt, les mains menottées dans le dos. Amanda pleurait hystériquement, son visage bouffi et rouge. Ma mère marchait raidement, la tête haute, scrutant la rue comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ses yeux se sont fixés sur ma voiture. Et même à cette distance, j'ai su qu'elle m'avait repéré. Elle s'est arrêtée de marcher, obligeant l'officier qui la guidait à faire une pause. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Son expression était un mélange de fureur et de trahison. Puis elle a crié quelque chose que je n'ai pas pu entendre avant d'être fermement conduite vers la voiture de patrouille qui attendait. Plusieurs voisins étaient sortis sur leur porche ou regardaient depuis leurs fenêtres. La nature publique de l'arrestation garantirait que tout le monde dans le quartier saurait ce qui s'était passé. Il n'y aurait pas moyen de se cacher derrière des explications vagues ou des mensonges. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, je suis resté assise dans ma voiture, attendant une réaction émotionnelle, culpabilité, satisfaction, chagrin. Au lieu de cela, je me sentais étrangement vide, comme si j'assistais à une scène de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai démarré ma voiture et je suis allé au café où j'avais rendez-vous avec Martin avant de me rendre au commissariat. La procédure d'enregistrement a été longue. Martin et moi avons attendu dans une salle d'interrogatoire au commissariat où l'inspecteur nous tenait périodiquement informés. Ma mère et Amanda avaient été photographiées, leurs empreintes digitales relevées, et attendaient leur première comparution devant un juge qui fixerait la caution. Sur la base de la nature des accusations et de l'absence de casier judiciaire, Martin s'attendait à ce qu'elles soient toutes deux libérées sous caution cet après-midi-là. Elles auront probablement un avocat commis d'office, mais elles peuvent engager un avocat privé, a expliqué Martin. Quoi qu'il en soit, ce n'est que le début du processus. Les affaires pénales prennent souvent des mois à être résolues, parfois plus si elles vont en jugement. Quelles sont les chances pour ça, ai-je demandé, pour un procès? Honnêtement, Martin a semblé pensif. Compte tenu des preuves, une négociation de peine est plus probable. Le procureur proposera probablement des chefs d'accusation réduits en échange d'un plaidé coupable, mais cela dépend en partie de leurs avocats et en partie de leur volonté d'admettre leur culpabilité. Vers midi, nous avons appris que les 2 femmes avaient comparu devant le juge. La caution avait été fixée à 25 000 € pour ma mère et à 15 000 € pour Amanda. Aucune n'avait pu payer la caution immédiatement, elle resterait donc en détention jusqu'à ce que l'argent puisse être réuni. Ont-elles quelqu'un qui peut payer leur caution, m'a demandé l'inspecteur. J'ai secoué la tête. Pas que je sache. Ma mère a une sœur en Savoie, mais elles ne se sont pas parlé depuis des années. Les amis d'Amanda sont pour la plupart d'autres influenceurs en difficulté. Ils n'ont pas ce genre d'argent. En fin d'après-midi, nous avons appris que ma mère avait réussi à contacter sa sœur éloignée, qui avait accepté de payer la caution pour elles deux. Elle serait libérée le soir même avec des dates d'audience fixées pour le mois suivant. Alors que je me préparais à quitter le commissariat, l'inspecteur qui avait supervisé l'arrestation s'est approché de moi. Mademoiselle Marchand, je voulais vous dire que vous avez géré cette situation difficile avec un sang-froid remarquable, a-t-il dit. De nombreuses victimes de crimes financiers familiaux finissent par abandonner les poursuites en raison de la pression ou de la culpabilité. Votre volonté d'aller jusqu'au bout a rendu notre travail possible. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Dans ma famille, je n'avais jamais reçu de validation pour m'être défendu.
Le fait qu'un professionnel reconnaisse la difficulté de ce que je faisais m'a semblé étonnamment curatif. Le lendemain, j'ai reçu une grande enveloppe Kraft à mon appartement temporaire. Elle contenait une copie des chefs d'accusation officiels déposés contre ma mère et ma sœur, ainsi qu'une ordonnance de non-contact leur interdisant de tenter de communiquer avec moi en dehors des canaux légaux. Martin avait arrangé cette protection sans que je le demande, comprenant instinctivement que j'aurais besoin d'un tampon contre leur manipulation émotionnelle. Dans les semaines qui ont suivi, le processus judiciaire a avancé de manière méthodique. Ma banque avait réussi à geler certains des nouveaux comptes d'Amanda, récupérant environ 30 000 € de mon argent. 20 000 € supplémentaires ont été trouvés sur le compte personnel de ma mère, intact. Les 76 000 € restants avaient été utilisés pour payer les cartes de crédit d'Amanda et pour l'achat en espèces de meubles et d'appareils électroniques pour son nouvel appartement, dont la plupart étaient récupérés par la police comme preuve. Pendant ce temps, la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue dans notre famille élargie. Ma mère avait apparemment appelé des parents avec sa version des faits, se présentant comme une mère inquiète qui avait seulement emprunté de l'argent à sa fille ingrate pour aider son enfant plus jeune. Certains parents l'ont cru, m'appelant pour exprimer leur choc que j'envoie ma propre mère en prison pour de l'argent. D'autres, qui avaient été témoins de la manipulation de ma mère au fil des ans, m'ont contacté pour me soutenir. Mon père, à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 15 ans, a somehow obtenu mon nouveau numéro et m'a appelé un soir. « Bernie, c'est ton père ?» a-t-il dit quand j'ai répondu, sa voix à la fois familière et étrange. « J'ai entendu ce qui s'est passé avec ta mère et l'argent. J'ai attendu, m'attendant à ce qu'il essaie de me convaincre d'abandonner les poursuites comme d'autres l'avaient fait. Je voulais juste te dire que je suis désolé, a-t-il continué, me surprenant. Je sais que je n'ai pas été là pour toi en grandissant et peut-être que si j'avais été là, les choses auraient été différentes. Ce que ta mère a fait était mal et tu as tout à fait le droit de porter plainte. Son soutien inattendu m'a fait monter les larmes aux yeux. Merci d'avoir dit ça, ai-je réussi à dire. Ça compte beaucoup. Nous avons eu une conversation maladroite mais réparatrice, rattrapant des années de séparation. Il était remarié, avec 2 beaux enfants adolescents vivant en Provence, et travaillait comme entrepreneur. Nous avons convenu de rester en contact, une petite lueur d'espoir dans le nuage sombre des événements récents. 1 mois après les arrestations, l'audience préliminaire a eu lieu. Ma mère et Amanda ont comparu au tribunal avec leurs avocats. Ma mère avait réussi à engager un avocat privé tandis qu'Amanda était représentée par un avocat commis d'office. Elles ont toutes 2 plaidé non coupables malgré les preuves accablantes. En quittant le palais de justice, Amanda s'est approchée de moi dans le couloir, ignorant l'ordonnance de non-contact. « Bernie, s'il te plaît » a-t-elle supplié, les yeux rouges de larmes. Je ne savais pas qu'elle allait te droguer. Je te jure, je pensais juste qu'elle allait te redemander de l'argent. Amanda, tu ne peux pas me parler, lui ai-je rappelé fermement. Cela viole l'ordonnance du tribunal. Je n'ai pas volé ton argent, a-t-elle insisté. J'ai juste accepté l'aide de maman pour mes dettes. Ce n'est pas un crime. Son avocat l'a rapidement éloigné, lui chuchotant urgemment à l'oreille. La rencontre m'a laissé secoué, mais encore plus résolu. Même maintenant, face à des accusations criminelles, aucune d'entre elles n'était disposée à assumer l'entière responsabilité de leurs actes. Ce soir-là, Martin a appelé avec des nouvelles. Le procureur avait offert des accords de plaider coupable aux 2 femmes. Ma mère pouvait plaider coupable de vol et d'agression avec une peine de prison réduite si elle acceptait une restitution complète. Amanda pouvait plaider coupable de recel de biens volés avec une probation si elle rendait tous les biens récupérables et acceptait un plan de remboursement pour le reste. La balle est dans leur camp maintenant, a expliqué Martin. Elles ont 1 semaine pour accepter les accords ou se diriger vers un procès. 3 jours plus tard, l'avocat d'Amanda a contacté Martin. Elle était prête à accepter l'accord de plaider coupable, admettant son rôle et acceptant de rendre tout ce qui avait été acheté avec l'argent volé. Ma mère, cependant, tenait bon, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Le contraste entre leurs réponses ne m'a pas surprise. Amanda, malgré tous ses défauts, était jeune et effrayée par la réalité d'une éventuelle peine de prison. Ma mère avait toute une vie de justification de ses actes et de croyance en son impunité. Le dernier jour pour accepter l'accord de plaider coupable, ma mère a finalement cédé. Son avocat a informé le procureur qu'elle accepterait les termes, plaidant coupable à des accusations réduites en échange d'une peine de 6 mois de prison à la maison d'arrêt, 3 ans de probation, et la restitution complète de tous les fonds non récupérés. L'audience de détermination de la peine a été fixée à la semaine suivante.
Je serais autorisé à faire une déclaration de victime si je le choisissais. Martin m'a conseillé d'en préparer une, expliquant que cela pourrait être cathartique et ferait partie du dossier officiel. J'ai passé des jours à rédiger et à réviser ma déclaration, essayant de trouver les mots pour exprimer à quel point leur trahison m'avait profondément affecté. Finalement, j'ai écrit avec le cœur sur la confiance, la famille et le long chemin à parcourir pour reconstruire ce qui avait été brisé, non seulement mes finances, mais aussi mon sentiment de sécurité et d'appartenance. Le jour venu, je me tenais dans la salle d'audience, face à ma mère et à ma sœur directement pour la première fois depuis leurs arrestations. J'ai parlé clairement et calmement, ma voix stable malgré l'émotion derrière mes mots. L'argent qui m'a été pris représentait des années de travail acharné et de sacrifice, ai-je dit. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de savoir que les personnes qui auraient dû me protéger et me soutenir m'ont vu uniquement comme une ressource à exploiter. Aucune restitution ne peut réparer la confiance brisée. Cependant, je crois en la responsabilité et j'espère que ses conséquences mèneront à une véritable réflexion et à un changement. En retournant à ma place, j'ai croisé le regard de ma mère. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle n'avait pas l'air en colère ou défiante, mais triste. C'était un petit aperçu de quelque chose que j'avais rarement vu chez elle, une émotion sincère sans manipulation derrière. Le juge les a condamnés conformément aux accords de plaidé coupable. Ma mère commencerait à purger sa peine de prison immédiatement. Amanda serait en probation pendant 2 ans avec un conseil financier obligatoire et des travaux d'intérêt général. Toutes deux seraient responsables des paiements de restitution jusqu'à ce que le montant total soit remboursé. Alors qu'elles étaient conduites hors de la salle d'audience, Amanda s'est retournée et a articulé « Je suis désolée ». Ma mère a gardé les yeux droits devant elle, sa posture rigide. Les portes se sont refermées derrière elle, et un chapitre de ma vie s'est clos avec elle. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes des chaînes d'information locales attendaient, ayant eu vent de la nature inhabituelle de l'affaire. J'ai refusé de commenter, laissant Martin faire une brève déclaration sur l'importance de traiter sérieusement les crimes financiers, indépendamment des liens familiaux. J'ai marché jusqu'à ma voiture seule, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le processus judiciaire n'avait pas été facile, et le bilan émotionnel avait été immense. Mais peut-être pour la première fois de ma vie, je m'étais fermement défendu, refusant d'être manipulé ou exploité. Le coût avait été élevé, perdant ma famille telle que je l'avais connue. Mais la clarté et le respect de moi-même que j'avais gagné étaient inestimables. 6 mois se sont écoulés dans un flou de reconstruction. J'ai déménagé dans un nouvel appartement dans un autre quartier de la ville, un endroit où ma mère et Amanda ne me trouveraient pas facilement lorsque les restrictions légales finiraient par prendre fin. Ma banque avait réussi à récupérer environ la moitié de mes économies volées grâce au gel des comptes et à la vente des articles achetés avec l'argent volé. Les paiements de restitution ordonnés par le tribunal finiraient par restaurer le reste, bien que je sache que cela prendrait des années. Ma mère a purgé sa peine de 6 mois sans demander de libération anticipée. Selon son agent de probation, qui me tenait au courant de l'affaire, elle avait été une détenue modèle, participant à des programmes de conseil et de travail. Amanda s'était conformée à toutes les conditions de sa probation, assistant à des cours hebdomadaires de gestion financière et maintenant un emploi stable dans un magasin de détail local. Ses rêves d'influenceuse avaient été mis de côté, du moins temporairement. La partie professionnelle de ma vie s'était stabilisée plus rapidement que la partie personnelle. Mon patron avait été étonnamment compréhensif lorsque je lui ai finalement expliqué toute la situation, me proposant même une avance sur ma prime de fin d'année pour m'aider avec les dépenses immédiates. Mes clients sont restés fidèles, et je me suis replongé dans le travail avec une concentration renouvelée, trouvant du réconfort à aider les autres à sécuriser leur avenir financier alors que le mien avait été si dramatiquement déraillé. La thérapie est devenue une constante hebdomadaire, un espace sûr pour traiter les émotions complexes de la trahison familiale. Ma thérapeute, le docteur Lindon, était spécialisé dans les traumatismes familiaux et m'a aidé à reconnaître des schémas que je n'avais jamais vus auparavant. Comment j'avais été désignée comme la pourvoyeuse de la famille dès mon plus jeune âge. Comment mes réussites avaient été simultanément exploitées et minimisées. Comment mes limites avaient été constamment violées tout au long de ma vie. Famille ne signifie pas un accès illimité à vous ou à vos ressources, m'a rappelé le docteur Lindon lors d'une séance particulièrement difficile. Les familles saines respectent les limites. Elles célèbrent les succès des autres sans jalousie ni sentiment de dû. Ces mots ont résonné profondément en moi. J'avais toujours supposé que le problème venait de moi, que j'étais en quelque sorte une fille et une sœur déficientes pour vouloir la reconnaissance et l'autonomie.
Reconnaître que le dysfonctionnement résidait dans le système familial, et non dans mon désir naturel de respect, a été un changement profond. Mon 33e anniversaire est passé tranquillement. Au lieu de me forcer à supporter un dîner de famille inconfortable comme je l'avais fait chaque année auparavant, j'ai célébré avec un petit groupe d'amis dans un restaurant au bord de l'eau. C'étaient des gens qui m'appréciaient pour moi-même, pas pour ce que je pouvais leur fournir. Le contraste était frappant et curatif. Un point lumineux inattendu pendant cette période a été ma reconnexion avec mon père. Nos appels téléphoniques timides avaient évolué en chats vidéo réguliers. Il était venu à Lyon pour me rendre visite 3 mois après la condamnation, et nous avions passé un week-end à apprendre à nous connaître en tant qu'adultes. Il n'était pas parfait, et notre relation avait beaucoup de terrain perdu à rattraper. Mais sa simple reconnaissance des échecs passés et son soutien actuel ont fourni un modèle de ce à quoi des liens familiaux sains pouvaient ressembler. Je me souviens de l'avoir regardé embarquer pour son vol de retour, cet homme qui avait été en grande partie un étranger pendant la majeure partie de ma vie, et de ressentir un mélange confus de tristesse et d'espoir. La reconstruction était possible, mais elle nécessitait une reconnaissance honnête du mal causé et un effort sincère pour changer, pas seulement des excuses vides ou des demandes de pardon. Le jour le plus difficile est arrivé lorsque ma mère a été libérée de prison. Son agent de probation m'a appelé pour m'en informer, m'assurant que l'ordonnance de non-contact restait en vigueur et qu'elle avait trouvé un logement chez sa sœur en Savoie. Malgré ces assurances, je me suis surprise à sursauter au moindre bruit pendant des semaines, m'attendant à moitié à la trouver attendant devant mon bureau ou mon nouvel appartement. Environ 4 mois après sa libération, j'ai reçu une lettre officielle transmise par Martin. C'était de ma mère, manuscrite sur du papier ligné. Bernardine, commençait la lettre. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé et à mon rôle là-dedans. Les programmes de conseil ici m'ont aidé à voir des choses que je n'ai jamais voulu admettre auparavant. Ce que je t'ai fait était mal. Il n'y a aucune excuse pour t'avoir drogué, pris ton argent, ou trahi ta confiance. Tu as travaillé dur pour tout ce que tu as, et je n'avais aucun droit de te prendre cela. J'ai toujours été jalouse de ton indépendance et de ton succès. Au lieu d'être fière de la femme remarquable que tu es devenue, en grande partie sans mon aide, je t'en voulais de ne pas avoir besoin de moi. J'ai favorisé Amanda parce qu'elle restait dépendante de moi, ce qui me faisait sentir importante et nécessaire. Je sais qu'une excuse ne peut pas réparer le mal que j'ai causé, et tu n'as aucune obligation de me pardonner ou de me laisser revenir dans ta vie. J'écris non pas pour demander pardon, mais pour reconnaître la vérité de ce que j'ai fait et en assumer l'entière responsabilité. Je continuerai à effectuer les paiements de restitution comme ordonné par le tribunal et je suis déterminé à devenir une meilleure personne, que tu choisisses ou non de me parler à nouveau. J'ai lu la lettre plusieurs fois, cherchant le sous-texte manipulateur que j'attendais des communications de ma mère. À ma grande surprise, je n'en ai trouvé aucun. Il n'y avait pas d'excuses, pas de blâme subtil, pas d'attente de réconciliation. Pour la première fois peut-être, ma mère semblait me voir comme une personne distincte avec des sentiments et des limites valables, pas seulement comme une extension d'elle-même ou une ressource à exploiter. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai apporté la lettre à ma séance de thérapie suivante où le docteur Lindon et moi l'avons disséquée en profondeur. Cela semble être une prise de conscience sincère, a-t-elle observé. La reconnaissance de la jalousie est particulièrement significative. Cela dit, une lettre n'efface pas toute une vie de schémas comportementaux. Si vous choisissez de répondre ou de reconstruire éventuellement une relation, procédez avec une extrême prudence et maintenez des limites fermes. J'ai pris son conseil à cœur. 2 semaines plus tard, j'ai envoyé une réponse brève et neutre par l'intermédiaire de Martin, accusant réception de sa lettre et exprimant ma gratitude pour ses réflexions, mais sans faire de promesses quant à un contact futur. Amanda a ensuite pris contact, également par les canaux légaux appropriés. Sa lettre était moins perspicace, mais tout aussi pleine de remords. Elle a admis savoir pour le vol dès qu'il s'est produit et avoir utilisé l'argent bien qu'elle se doute de sa provenance. Elle a décrit sa honte de faire face à ses collègues et amis après son arrestation et l'expérience humiliante de travailler dans le commerce de détail après des années à prétendre être une influenceuse sur le point de réussir. Je t'ai toujours admiré, a-t-elle écrit, bien que je ne l'ai jamais montré. Tu semblais si confiante et posée. J'étais jalouse et je voulais ce que tu avais sans faire le travail que tu as fait pour l'obtenir. Je suis tellement désolé pour la douleur que je t'ai causée. Ma réponse à elle a été similaire, une reconnaissance prudente de ses excuses sans promesse. Alors que le premier anniversaire du vol approchait, je me suis retrouvé dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Financièrement, je me remettais,
avec environ 70% de mes économies restaurées grâce aux efforts de récupération et au paiement de restitution. J'avais ajusté mon calendrier d'achat immobilier, mais ne l'avais pas abandonné entièrement. Mon nouvel objectif était dans 2 ans, et cette fois, j'avais pris des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger mes actifs. Émotionnellement, la guérison était plus complexe, mais tout aussi réelle. La trahison m'avait forcé à affronter des vérités douloureuses sur ma dynamique familiale et ma propre tendance à accepter les mauvais traitements comme normaux. Grâce à la thérapie et au soutien d'amis sincères, j'apprenais à m'estimer d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. J'avais commencé à communiquer prudemment avec Amanda par email, en maintenant des limites claires, mais en laissant la porte ouverte à une relation potentiellement plus saine à l'avenir. Nos échanges étaient timides, mais plus honnêtes que toutes les conversations que nous avions jamais eues en grandissant. Elle cherchait encore sa voie, mais l'expérience humiliante semblait avoir initié une véritable maturation. Avec ma mère, je restais plus distante, bien que j'ai accepté de recevoir des nouvelles de ses progrès par l'intermédiaire de son conseiller. Elle avait maintenu sa sobriété depuis sa libération, travaillait à temps partiel dans une bibliothèque locale et continuait à assister à des séances de thérapie hebdomadaires. C'étaient des étapes positives, mais la rupture de confiance avait été trop profonde pour que j'envisage un contact direct. Pourtant, le résultat le plus inattendu de ce chapitre douloureux a été mon sentiment croissant de liberté. Pendant des années, j'avais porté le poids d'être la responsable, le filet de sécurité de la famille, celle qui sacrifierait ses propres besoins pour les autres. Ce poids avait été levé, non pas de la manière que j'aurais choisi, mais de façon permanente. J'avais construit une famille choisie d'amis qui célébraient mes succès sans se sentir menacés par eux, qui respectaient mes limites sans s'offenser, qui donnaient autant qu'ils recevaient dans nos relations. J'avais renoué avec mon père et j'explorais prudemment ce à quoi une relation adulte avec lui pourrait ressembler. Je sortais à nouveau avec des hommes, de manière plus sélective et avec des attentes plus claires concernant le respect et le soutien mutuel. Plus important encore, j'avais appris à me faire confiance, à faire confiance à mon instinct, à mon jugement, à mon droit de protéger ce pourquoi j'avais travaillé. La petite fille à qui l'on avait appris que ses besoins passaient en dernier était devenue une femme qui connaissait sa valeur et ne s'excuserait pas de la revendiquer. Assise sur le balcon de mon nouvel appartement par une douce soirée de printemps, regardant le coucher de soleil peindre l'horizon lyonnais en rose doré, je réfléchissais au douloureux voyage de l'année écoulée. La trahison avait été dévastatrice, la bataille juridique épuisante, la rupture familiale déchirante. Pourtant, à travers tout cela, j'avais découvert une résilience que je ne me connaissais pas. Certains diraient que l'argent n'est que de l'argent, que la famille devrait passer avant les considérations financières. Mais il ne s'agissait jamais vraiment de l'argent. Il s'agissait de respect, de limites, et du droit fondamental de déterminer comment mes propres ressources seraient utilisées. Il s'agissait de refuser d'être manipulé et exploité par les personnes qui auraient dû me soutenir le plus. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec ma mère et ma sœur. Un changement sincère est possible, mais rare, et la confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Ce que je sais, c'est que je ne me laisserai plus jamais profiter de moi au nom de l'obligation familiale. La vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, vous élève au lieu de vous détruire. Elle célèbre votre succès plutôt que de l'envier. Elle respecte vos limites plutôt que de les violer. S'il y a un message que je pourrais partager avec d'autres qui se retrouvent piégés dans des dynamiques familiales dysfonctionnelles, ce serait celui-ci: vous êtes digne de respect. Vos réussites sont les vôtres. Vos limites méritent d'être honorées. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et votre famille est de rester ferme dans cette vérité, même quand ça fait mal.